décembre 2022, donc en mathématiques appliquées aux océans, donc sur Grenoble. Bizarrement, c'est à Grenoble. Et du coup, à l'issue de cette thèse-là, je savais que je ne voulais pas continuer en recherche, je voulais changer. Et après être passée au côté environnement, je me suis dit pourquoi pas s'attaquer à l'énergie. Donc du coup j'ai cherché un peu des postes d'ingénieur plutôt côté informatique parce que j'avais aussi envie d'élargir mon arc de compétences et parce qu'en cursus maths on fait aussi pas mal d'informatique. Et donc du coup j'ai atterri à Coris le 1er mars. Donc Coris, c'est une entreprise donc, qui fait à peu près plus de 300 personnes au total, sachant qu'il y en a 250 sur site à Grenoble, et qu'après il y a une grosse partie, enfin une autre petite partie qui est aux États-Unis, puis après il y en a d'autres qui peuvent avoir des toutes petites équipes en Inde et un petit peu en Chine. Donc cette entreprise, il y a trois secteurs d'activité. Il y en a une, c'est pour l'unité transport. Donc ils vont faire tout ce qui va être modélisation des cabines de train ou métro ou tramway, etc. Et puis il y a la partie énergie. Donc la grosse partie côté unité énergie, c'est pour ce qui est des centrales nucléaires. Donc on va modéliser du coup toute la salle de contrôle d'une centrale nucléaire, aussi bien pour pouvoir former les techniciens que après maintenant aussi concevoir, enfin aider à la conception en fait des centrales nucléaires. Donc vous devez être au courant qu'il y a déjà eu EPR1 à Flamanville et puis maintenant on est sur EPR2 et que globalement en France on essaye de construire de nouvelles centrales nucléaires pour pareil essayer de changer, on va dire, au niveau de l'énergie, être moins dépendant des ressources plutôt carbone. Et après, il y a une petite partie dans Coris qui font, alors ils appellent ça industrie des procédés, mais en fait, derrière, c'est le pétrole. Donc moi, dès que je suis arrivée dans l'entreprise, au niveau des entretiens, j'ai dit jamais vous me mettrez sur un projet qui travaille de près ou de loin avec le pétrole, d'accord ? Vous pouvez comprendre que, étant issue d'une thèse en environnement, je n'allais pas passer de ce côté-là. Hein. Même s'ils m'ont annoncé des arguments comme quoi c'était pour minimiser la pollution, etc. Enfin, non. Voilà. Ok. Et donc, finalement, dans ton métier de tous les jours, comment est-ce que tu utilises les maths ? Alors, du coup, comment est-ce que j'utilise les maths ? Alors, déjà, j'ai fait plusieurs projets là depuis mars. J'ai fait 3 projets différents. Donc j'ai débuté d'abord sur un premier projet pour appréhender en fait le logiciel qui est développé par Coris, qui s'appelle Alice. Donc là où il a fallu faire ce qu'on appelle des macro-blocs où il y a de la logique mathématique derrière, enfin des et, des portes et, ou, etc. pour faire des vannes ou des régulations, etc. Et donc là, en fait, la partie matheuse, ça va être comment est-ce que je fais un test unitaire pour voir si l'implémentation que j'ai faite, elle est correcte, et éventuellement en fait dire aux ingénieurs là je pense que votre conception de ce bloc-là, il a l'air un peu bizarre, ça a l'air pas très cohérent, et du coup avoir des échanges avec des automaticiens qu'on appelle. Donc ça c'est une première partie. Après plus récemment j'ai codé des blocs qui sont plus des macro-blocs, mais là où il faut vraiment coder en C++, et donc là on touche à des équations physiques. Donc il y a par exemple, il y en a certains, c'est des équations de transfert. Il y en a d'autres, il y a un filtre de Kalman. Donc voilà, ça doit vous parler. Donc pareil, comment est-ce que je teste les blocs et puis apporter en fait toute cette rigueur un peu plus mathématique, on va dire. Et je peux vous dire qu'ils en ont besoin. Et donc finalement, qu'est-ce qui t'a servi dans tes études et qui te sert bien maintenant dans ton travail ? Alors, une première chose, ce serait la persévérance. Donc ça, je l'ai appris, on va dire, tout au long de mon cursus, et c'est encore plus vrai avec la thèse. Et la rigueur, en fait, mine de rien, quand on est mathématicien, va être beaucoup plus rigoureux qu'un physicien ou en fait qu'un ingénieur, j'ai l'impression. Donc ça,
Après, il y a des qualités aussi humaines à avoir parce que concrètement, en fait, je vais être en contact avec le client. Donc, des fois, on peut avoir des clients qui peuvent être de mauvaise foi ou des choses comme ça. Donc, il faut garder son calme et toujours chercher à être diplomate et à faire avancer les choses. Ok. Voilà. Et là, donc pour l'instant, ça fait combien de temps que tu es dans ton poste? Maintenant, ça va faire plus de 8 mois. D'accord, donc ça correspond à... Est-ce que tu imaginais ce type de métier quand tu as fait tes études? C'est une bonne question. Alors, pour dire, j'ai rencontré un ancien élève qui a fait une présentation en licence 3 où il présentait sa thèse. Donc en fait, à partir de la fin de la licence 3, je savais que je voulais faire une thèse et je me suis dit pourquoi pas éventuellement la recherche. J'ai fait ma thèse, j'ai découvert j'ai rencontré différents postdocs, etc. Si je suis pas allée dans cette voie-là, c'est pas tant le côté recherche ou quoi, c'est juste que j'ai vu que déjà la recherche ça changeait beaucoup et que maintenant les chercheurs étaient amenés à plus chercher des financements qu'à faire vraiment de la recherche. Et ça c'est un ressenti global. Je sais pas, tu peux peut-être confirmer. Il est évident qu'il faut qu'on fasse, effectivement, qu'on recherche des financements. Mais bon, on fait de la recherche quand même. Hein. Oui, mais que c'était une part... non, mais pour avoir fait partie du conseil, justement, scientifique sur Grenoble, voilà, c'était des grands sujets qui arrivaient et des grandes préoccupations. Et après, aussi, on m'a tout de suite expliqué que pour avoir un poste fixe de chercheur, c'était compliqué et il fallait continuer à être mobile. Et sauf qu'arrivé à 29 ans, moi j'avais envie de stabilité, donc j'avais pas envie de faire 50 post-doc pour au final ne rien avoir. Donc voilà, et après je me suis dit, pourquoi pas passer dans le privé? Déjà ça change. Et aussi, en fait, je garde la porte ouverte de pouvoir aider la recherche aussi en étant dans le privé. Voilà. Ok, très bien. On peut peut-être passer dans quelques questions dans la salle, s'il y en a. Oui. Bonjour et merci pour votre intervention. Moi, ma question, c'est plutôt sur la thèse. J'ai du mal à comprendre... moi, je ne vois pas l'utilité d'une thèse. J'aimerais bien sortir de mon master et directement être en entreprise. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi continuer. Et même de vouloir faire une thèse en entreprise, par exemple, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Voilà. Alors, pourquoi faire une thèse? J'ai envie de dire pourquoi pas. Non, mais honnêtement, c'est parce que la personne qui a fait sa thèse m'a convaincue, en fait, de le faire. Et je me suis dit, oui, il faut y aller. Après, c'est très enrichissant de pouvoir passer en tant que chercheur, en fait. On est au bout un peu des connaissances et on va établir de nouvelles briques. Après, qu'est-ce que ça m'apporte plus qu'un sortant juste de master ou d'école d'ingé? Tout ce qui va être la qualité rédactionnelle, la capacité de pouvoir argumenter de façon beaucoup plus poussée et encore plus de rigueur scientifique. Mine de rien, en fait, par rapport à quelqu'un qui sort de master, j'ai 4 ans de plus, forcément il y a un peu plus de maturité, etc. Puis j'ai développé en fait des compétences en thèse, chose que je n'aurais pas pu développer si j'étais passée directement en entreprise. Parce qu'il faut savoir qu'en entreprise, on continue d'apprendre des choses, mais il y a un objectif, c'est de pouvoir être rentable. Donc, non mais c'est vrai. Hein. Donc en fait, vous allez apprendre des choses, mais il y a des fois, vous n'allez pas alors aller forcément faire un truc très parfait. Il y a des fois, il faut aller vite. Donc on fait un truc, hop, ça marche. Et on passe à la suivante, etc. Peut-être Mathilde, tu peux compléter parce que tu as fait aussi une thèse et voir ce qui t'a poussé à faire cette thèse. Bonjour. Du coup, ça faisait partie de ma présentation, mais c'est pas grave, du coup, je vais un peu anticiper. Donc, effectivement, moi aussi, j'ai fait une thèse. Alors,
pour le coup, c'était dans le domaine du génie civil, donc le comportement de génie civil des barrages, que j'ai étudié à travers les mesures d'auscultation, donc c'est-à-dire l'ensemble des mesures qui sont effectuées en permanence sur les barrages pour suivre le comportement dans le temps et vérifier qu'il n'y a pas de problème. Donc en fait, moi, la thèse, finalement, c'était un peu une opportunité qui s'est présentée à moi à la suite de mon stage de fin d'études en sortant de mon école d'ingénieur. J'avais fait donc un stage de 6 mois sur ce sujet-là et le but pour l'entreprise, donc c'était avec EDF, c'était de tester un candidat et pour le candidat, c'était de tester son intérêt pour le sujet et aussi donc plus globalement de tester l'équipe d'encadrement et le fonctionnement que ça pourrait donner en thèse. Et donc en fait, c'était un peu une opportunité, qui s'est présentée et donc ça m'a beaucoup plu finalement ce stage parce que ce qui me plaisait dans le côté recherche, c'est de s'emparer d'un sujet et se l'approprier et monter en compétence et devenir un peu l'expert du sujet. Et donc moi c'était ça vraiment que j'aimais, qui m'a intéressée, c'était aller dans le détail et creuser un sujet à fond et pas juste rester dans la superficialité. Ça c'est quelque chose que j'ai aussi vérifié après pour avoir travaillé en entreprise. Je te rejoins tout à fait. Dans le monde de l'entreprise, déconnecté de la recherche, c'est vrai qu'il faut produire sans souci parfois de la qualité. Et donc c'est quelque chose qui, par rapport à ma façon de travailler, me correspond pas du tout. Moi, j'ai envie d'être sûre de ce que je fais et d'avoir le temps de vraiment approfondir les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible en recherche, mais pas du tout dans l'entreprise rentable, quoi. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait encore une question pour Émilie ? Bonjour. C'est juste la dernière chose que vous avez dit à propos du secteur privé. Alors, je ne sais pas si je serais très précis en disant ça, mais est-ce que vous pourriez parler un peu de la différence entre le secteur public et le secteur privé pour la recherche, si ça fait du sens ce que je dis ou pas ? Alors, quand je dis oui, dans le public, on va pouvoir chercher, mais il y a quand même un objectif quand même de résultat. Il est moins fort qu'en entreprise. Mais en fait, derrière, il faut vous dire qu'une entreprise, si elle fait de la recherche dans quelque chose, dans un nouveau produit, etc., derrière, elle va financer à un certain seuil et après, elle veut forcément, pour pouvoir vivre, un retour sur un investissement. C'est en ça que pour une entreprise, il y a des fois où il va falloir faire des choix et être beaucoup plus drastique et pouvoir peut-être aller moins loin sur certaines choses. Et du coup, voilà, il y a cet objectif de résultat, mais qui est aussi, aussi des contraintes financières plus fortes que dans le public. Dans le public, il peut y avoir aussi ça, parce que globalement, ce qui va faire la qualité de votre recherche, etc., ça va être aussi la reconnaissance entre vos pairs, donc publication d'articles, etc. Donc souvent, c'est des problèmes qui peuvent venir aussi dans la recherche, dans cette dynamique, oui, il faut publier, etc. Mais voilà, on va dire c'est que les grandes différences, ça va être ça. Après, maintenant, pour ce qui est de la recherche, même dans le public, il y a de plus en plus d'interconnexions avec le privé. Et du coup, il y a des compétences, des transferts de compétences qui se font et aussi des réalisations qui se font en partenariat avec des entreprises. Après, il faut se dire que la recherche publique aussi, le fait de pouvoir aller chercher dans une direction, entre guillemets, sans qu'il y ait forcément un investissement dans les 5 ans ou dans les 10 ans ou dans les 20 ans à venir, c'est pas trop grave, mais c'est aussi comme ça qu'on fait des nouvelles découvertes. Chose qui ne pourrait pas émerger en fait dans une entreprise. Où là, les objectifs, ça va être sur une année, 5 ans, aller pour des grandes entreprises sur une dizaine d'années, mais vraiment grand max. Surtout que maintenant, avec la conjecture
qu'on voit le réchauffement climatique, etc., crise Covid reliée à tout ça, c'est que les entreprises doivent être de plus en plus souples, agiles et réactives sur différents phénomènes qui se passent. Et du coup, ça réduit aussi leur projection sur l'avenir. Très bien. Merci beaucoup, Émilie. Je propose que nous la remercions chaleureusement. Et pour passer au témoignage de Mathilde qui nous a préparé un mot PowerPoint. Alors je ne sais pas si... et en plus tout ça, ça marche. Il faut... Donc ouais, on m'avait demandé un PowerPoint, alors j'ai fait ça scolairement. Voilà, j'ai fait mon travail. Je dis pas que vous l'avez pas fait, on avait le choix en fait. Du coup, comment ça marche? Vers le bas. Je vise. Non, là, vers le bas. La flèche vers Ah le oui, bas. pardon, vers le bas, pardon. Donc, du coup, je vais commencer par mon parcours. Donc, j'ai fait une classe prépa en physique-chimie, pas en maths. Ensuite, donc les concours m'ont amené à Grenoble, à l'ENSECUB, École nationale supérieure de l'énergie, l'eau, l'environnement, donc une école de Grenoble BNP, au cours de laquelle je me suis spécialisée dans les énergies nucléaires. Et comme je l'ai un peu abordé tout à l'heure, à l'issue de cette école, j'ai fait mon stage à EDF sur le sujet que j'ai abordé, c'était donc le comportement de génie civil des barrages voûtes. Donc c'est un type de barrage en béton. Donc ce stage, comme je l'ai dit, donc visait à préparer le lancement d'une thèse, donc en collaboration avec le laboratoire 3SR alors le laboratoire Jean Kunzmann, il est arrivé en cours de route au départ. Au départ, c'était pas prévu, mais donc voilà, donc ça c'était la partie études. Donc comme je l'ai dit, ce stage m'a beaucoup plu et donc j'ai accepté de partir pour une thèse parce que j'étais confiante sur le sujet, sur l'équipe d'encadrement et voilà, c'était des belles perspectives pour moi. Pour rajouter un petit élément par rapport à la réponse que j'ai fournie tout à l'heure, la thèse aussi c'est le lieu d'un apprentissage nouveau. En fait, moi j'ai pris ça comme l'opportunité de découvrir un sujet que je connaissais pas du tout. Et en fait, on m'a fait confiance pour développer mes compétences sur un sujet. Et donc ça, je trouvais ça très intéressant. C'était un vrai complément aux études, en fait. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, donc oui, j'ai mis ma thèse dans la partie expérience professionnelle aussi, parce que comme c'était une thèse CIFRE, donc une thèse financée à 50% par une entreprise et 50% par la NRT, du coup ça constituait quand même une expérience professionnelle. C'était pas uniquement moi dans mon laboratoire à gratter du papier toute seule. J'étais intégrée quand même dans la vie de l'entreprise. Et donc j'ai interagi avec différents services d'EDF, donc c'était vraiment une expérience professionnelle à part entière. Donc là je vous ai un peu développé le sujet. Donc mon sujet c'était l'analyse de la piézométrie et des débits en fondation des barrages voûtes à partir des mesures d'auscultation. Donc la piézométrie et les débits, c'est un type de mesures qui sont effectuées donc, sur les barrages voûtes en particulier pour suivre le comportement dans le temps. Et donc à partir de ces mesures-là, on va appliquer un certain nombre de modèles statistiques pour essayer de comprendre, de faire ressortir l'évolution dans le temps de ces mesures-là qui sont représentatives du comportement global du barrage. Et donc ça permet, en fait, l'objectif de ces études, c'est de détecter le plus rapidement possible tout changement de comportement et d'essayer de l'expliquer pour apporter des mesures correctives, donc notamment des actions de maintenance. Donc le but c'est d'être d'avoir un modèle le plus performant qui va permettre de détecter des changements brutaux de comportement, mais aussi des lentes dérives dans le temps du comportement, qui peuvent être aussi, qui peuvent traduire des pathologies de comportement.
Donc c'est là que, donc comme vous l'avez constaté, hein, mais il n'y avait pas encore trop de maths dans mes études. Je suis un peu rentrée par effraction. Donc là, c'est au cours de cette thèse que j'ai commencé à appliquer des modèles statistiques plus ou moins poussés. Donc ça allait de la régression non linéaire au réseau de neurones. Donc c'est là que j'ai mis un premier pied là-dedans. Ensuite, donc à l'issue de mon doctorat, je ne savais pas trop. Alors le côté analyse statistique m'avait beaucoup plu. Le côté barrage aussi, donc j'avais le choix entre m'orienter soit vers les barrages, soit vers du coup les statistiques qui permettent finalement d'aborder tout un tas de domaines. Donc ça, c'était quelque chose qui me plaisait bien, le fait que grâce aux maths, on puisse aborder des domaines physiques différents, parce que moi j'aimais les deux. Donc j'ai tenté le domaine des barrages. Et donc j'ai travaillé pendant 3 ans dans un bureau d'études qui s'appelle Artelia, qui est situé notamment à Échirolles, parce que c'est un grand groupe. Et donc moi j'étais dans la partie EAMO, non, je ne sais plus ce que ça veut dire. J'étais dans l'équipe design ouvrage hydraulique. Donc au cours de ces 3 années, là j'ai découvert ce que c'était vraiment l'entreprise, parce que alors, EDF certes c'est une entreprise, mais elle a quand même un fonctionnement à part, on va dire. Et là j'ai découvert l'entreprise qui doit être rentable, et donc ce dont on parlait tout à l'heure, les études qui doivent être sorties le plus rapidement possible, sans forcément chercher la qualité, et ça m'a pas vraiment plu. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'aime bien comprendre ce que je fais et pousser les choses le plus loin possible, et là c'était pas du tout ce qu'on me demandait, donc en fait c'était très frustrant. J'ai dû donc au cours de ces 3 ans, je devais appliquer aussi, donc je devais poursuivre ce que j'avais fait à EDF sur l'analyse des mesures d'auscultation des barrages, sauf que là je devais vraiment faire le minimum. J'avais à peine le droit d'appliquer des modèles, parce que non, on n'a pas le temps, il n'y a pas un maître d'ouvrage qui va payer pour ça. Donc c'était très très frustrant. Du coup je me suis dit non, en fait c'était pas le bon choix, et il fallait que je sorte de là. Donc voilà, il y avait quand même encore un petit peu de maths, mais très léger. Et donc j'ai changé complètement de domaine cette année. Donc depuis le mois de mai, je travaille au CEA comme ingénieur de recherche. Donc là, je vous ai remis l'intitulé de mon poste, ingénieur en calcul scientifique pour optimisation de métasurface optique intégrée. Je vais vous expliquer dans les slides d'après ce que c'est exactement, mais donc voilà, je reviendrai dessus dans les slides d'après. Du coup, on m'a demandé de présenter l'entreprise, donc le CEA, Commissariat à l'énergie atomique. C'est très vaste, le CEA. Donc je vais donner les mots-clés. Donc c'est un acteur clé de la recherche, du développement et de l'innovation, donc qui intervient sur 6 domaines majeurs: la défense et la sécurité nationale, les énergies nucléaires et renouvelables, la recherche biotechnologique et médicale, la recherche technologique pour l'industrie, la recherche fondamentale et l'assainissement et démantèlement des installations nucléaires. Donc vous voyez, il y a un peu tous les sujets scientifiques, vous les retrouvez là. Ce qui fait la spécificité du CEA, c'est que l'objectif, donc c'est de transférer, c'est de développer des technologies et surtout de les transférer vers l'industrie. Donc c'est ce qui m'a plu, ce qui me plaît dans le CEA, c'est que c'est la recherche, mais il y a quand même un but appliqué derrière. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai pas dit sur pourquoi j'ai fait une thèse CIFRE et pas une thèse 100% publique, c'est que j'avais envie de faire quelque chose qui soit vraiment applicable. Et du coup, la thèse CIFRE, ça s'y prête vraiment, parce que donc c'est une entreprise qui finance un développement, la recherche et le développement, mais qui veut quand même que ce soit qu'elle puisse utiliser en fait ce qu'elle a financé. Donc c'est un côté recherche, mais quand même assez proche de la réalité.
Et donc là, avec le CEA, c'est un peu ça. Bon, après, le CEA a quand même des développements sur des temps très très longs, hein, des dizaines d'années. Mais donc, voilà, le CEA, il participe à la compétitivité des entreprises françaises, la création d'emplois et la souveraineté technologique nationale. Et il va aussi favoriser la création de start-up. Donc il y a tout un tas d'entreprises, par exemple, dans la microélectronique à Grenoble, on a ST Microélectronique qui est une très très grosse, un acteur majeur de la microélectronique qui est issu en fait d'une start-up du CEA. Donc voilà, il y a quand même une dynamique intéressante. Oui, alors là c'est une phrase qui fait de la pub. Depuis 75 ans, grâce à l'excellence de ses recherches et à ses partenariats, le CEA est à l'origine de multiples applications qui influent sur notre quotidien. Donc ça, c'est vrai. Du coup, en quelques chiffres clés, le CEA, donc, comme je l'ai dit, c'est très très vaste. Donc, le CEA est implanté sur 17 sites en France, donc avec des centres de recherche et des antennes un peu plus petites en région, comme on dit. Le CEA, c'est plus de 21 000 salariés, 5,6 milliards d'euros de budget. Donc, comme je disais, 228 startups. Le premier organisme, je suis un peu loin de mon écran. Le premier organisme de recherche français pour les brevets. Oui, pour le dépôt de brevets. Donc, ouais, dans la recherche, il y a une forte injonction à publier, mais dans l'industrie, comme au CEA par exemple, il faut breveter. Donc il y a aussi quand même des exigences, des attendus forts. Okay. Voilà, je vais aller un peu plus vite. Mon poste actuel, alors, je ne vais pas en dire grand-chose parce que c'est un sujet confidentiel. En fait, j'ai été embauchée pour travailler à 100% sur un projet en particulier, donc qui est un projet de développement d'un composant optique particulier qu'on appelle les métasurfaces. Donc les métasurfaces, c'est un composant optique en fait dont c'est un matériau dont on va structurer la surface avec des motifs très petits. Quand je dis très petit, c'est que en fait la dimension des motifs est inférieure à la longueur d'onde de la lumière que ce système va modifier, sur lequel ce système va agir. Donc là, le composant qu'on doit développer, c'est une métasurface pour un client américain sur lequel je peux pas aller plus loin. Moi, en fait, là où j'interviens, c'est que j'ai pas de compétences en optique, mais par contre, je travaille en collaboration avec les ingénieurs opticiens qui vont chercher le meilleur design possible pour cette métasurface, c'est-à-dire qu'ils vont chercher, au premier ordre, ce qui compte, c'est la géométrie des motifs qu'on va imprimer sur cette métasurface. Donc en fait, voilà, ils veulent chercher la meilleure géométrie possible pour obtenir la réponse optique souhaitée. Et donc pour ça, moi, je viens pour développer des modèles d'optimisation pour justement les aider à obtenir la meilleure géométrie possible. Donc initialement, ils avaient pensé à des méthodes type machine learning, mais en avançant dans le sujet, on s'est rendu compte que c'était pas forcément la meilleure méthode. Donc voilà, il me reste 1 minute, donc je vais essayer d'être rapide. Du coup, je suis arrivée en mai. Depuis que je suis arrivée, j'ai essentiellement fait un état de l'art sur les différentes méthodes qui sont appliquées sur ce genre de sujet. Et donc, j'ai ensuite sélectionné la méthode la plus prometteuse. Et donc là, je suis en cours d'applicabilité, d'implémentation de cette méthode. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas encore produit de résultats à proprement parler, mais j'ai déjà appris plein de choses par ma biblio. Quelques mots, ou peut-être que ça pourra venir dans les questions, mais sur les compétences qui me sont utiles dans mon métier aujourd'hui. En fait, les compétences mathématiques, vous avez vu, elles sont arrivées en cours de route. En fait, j'ai pas fait d'études de maths, mais j'ai déjà acquis des bases au cours de mon école d'ingénieur. Ensuite, en thèse, j'ai intégré des notions théoriques et j'ai aussi appliqué un certain nombre de notions mathématiques. Ensuite, en bureau d'études, j'ai fait de l'application, mais très, très brève. Et finalement, aujourd'hui au CEA, c'est là que je développe mon bagage mathématique de manière plus significative.
et aussi des compétences transverses dont on a pu parler avec. J'avais préparé un slide sur les compétences transverses qu'on acquiert notamment en thèse, donc ça on en a déjà un peu parlé. Voilà. Et donc voilà, si je devais retenir une qualité qui m'a été utile au cours de mon parcours, c'est la curiosité, qui donne confiance en fait aux gens et qui fait qu'on m'a donné ma chance pour monter en compétence sur des sujets qui n'étaient pas les miens initialement. Mais manifestement, quand on est curieux, ça donne envie de nous donner notre chance. Voilà. Très bien, merci beaucoup Mathilde. Est-ce qu'il y aurait une question? Oui. Du coup, je voulais vous demander si votre activité se rapproche de la R&D ou c'est tout à fait différent, parce que quand vous dites ingénieur-chercheuse, est-ce que c'est de la recherche, est-ce que ça se rapproche de la recherche ou développement? Est-ce que vous avez des contacts avec ceux qui travaillent dans ce domaine-là ou non? Oui, alors dans le cadre de mon projet en particulier, oui, c'est totalement de la R&D parce que le but c'est vraiment, c'est un projet qui est un peu à part dans les activités du CEVA. Là, le but c'est que, le client il a vraiment un attendu. Il a son cahier des charges, on doit développer le composant et son but à lui derrière c'est de le vendre et de le commercialiser sur des échelles de temps pas très longues. Donc effectivement là c'est vraiment de la recherche et développement. Après, comme je disais, c'est un peu particulier par rapport aux activités du CEVA qui d'habitude travaillent moins, en tout cas dans le labo dans lequel je suis, ils ont plutôt l'habitude de travailler avec un client qui est plutôt un partenaire pour lequel ils ont des développements beaucoup plus longs et donc il y a moins de pression, de pression sur les résultats, on va dire. Donc c'est vrai que moi, dans mon cas, oui, on peut complètement dire que c'est de la R&D, mais c'est pas représentatif de ce qui se fait au CEVA. Très bien. Merci beaucoup Mathilde pour ton témoignage. Et nous allons passer à Louis, qui est Machine Learning Engineer chez Zama. Alors, finalement, Louis, comment tu es arrivé jusqu'à Zama? Alors, ça a été un parcours un peu chaotique, pour le coup. Parce que moi, je suis arrivé à la fac, donc j'ai fait une licence de maths fondamentale. Mais à la base, je suis arrivé un peu par hasard à faire des maths. Et en fait, en terminant ma licence, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ce que je voulais faire, parce que les maths, ça paraissait encore assez hors sol. Et donc je suis parti sur un master de maths appliquées, parce que c'était le truc le plus proche qui s'ancrait dans quelque chose de réel, en fait. Et donc je me suis rendu compte durant mon M1 que ça me plaisait pas mal. Et donc j'ai fait mon stage de fin de M1 dans une boîte de biotechnologie. Donc c'était de la classification de séquences ADN avec une méthode de deep learning. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un monde dans les maths que j'aimais bien et dans lequel je voulais bien approfondir. Et donc suite à ça, j'ai fait une césure pour confirmer que c'était effectivement ce qui m'intéressait. La césure s'est bien passée, donc j'ai continué derrière en M2 dans un master de maths appliquées mais en data science. Donc ça à l'université Paris-Saclay. Et ensuite, j'ai enchaîné sur 2 ans de recherche dans une entreprise qui s'appelle Therapixel, qui fait la détection de cancer du sein avec des méthodes de deep learning. Et maintenant, ça fait 1 an que je travaille chez Zama. Donc, Zama, c'est une boîte de cryptographie à la base. Et donc, on développe tout l'outillage en fait pour faire de l'inférence de modèles de machine learning sur des données chiffrées. Donc, en fait, en gardant du coup la privacy des données, c'est-à-dire qu'un client, par exemple, pourrait envoyer des données chiffrées. La personne qui a le modèle de machine learning pourra appliquer le modèle de machine learning sur les données chiffrées et renvoyer un résultat chiffré au client. Voilà. Et donc tout ça, se base sur une technologie qui s'appelle Fully Homomorphic Encryption. Juste ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire n'importe quel calcul sur les données chiffrées en les laissant chiffrées. Voilà. Très bien. Et alors finalement, au fur et à mesure de ces expériences, qu'est-ce que tu as acquis qui te permet de toucher ce nouveau domaine? Alors, il y a plein de choses. Il y a des choses qui s'acquièrent durant le cursus. Après, il y a des choses qui s'acquièrent en travaillant aussi en entreprise. Je me souviendrai toujours d'un de nos profs qui est en licence qui nous disait qu'il faut être agressif avec les maths.
Et faut pas avoir peur en fait d'essayer des choses. Et je pense que ça s'applique aussi bien en recherche qu'en entreprise. Et c'est que même si on n'a pas toutes les connaissances au début, en fait, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure. Et donc, en fait, il faut toujours, faut pas que ça fasse peur, en fait. Donc, il faut, par exemple, s'il y a un nouveau papier qui sort, on n'a pas tout le background. En fait, c'est pas grave. Il suffit de lire la littérature. C'est quelque chose qui s'acquiert. En fait, ça se fait de plus en plus vite. Et donc, une fois qu'on a en fait cette capacité-là, après n'importe quel domaine, on peut s'y intéresser. Et en quelques temps, en fait, on est assez compétent pour en discuter avec des gens dont c'est le domaine. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, je pense, assez important et quelque chose qu'on enseigne et qui s'acquiert aussi avec le temps. Et finalement, dans ton travail de tous les jours, tu fais des maths full 100% ou tu as d'autres activités? Alors, mon travail actuel, c'est plutôt de l'informatique, pour le coup. Donc, en fait, la technologie sur laquelle notre entreprise se base, elle opère uniquement sur des nombres entiers, alors que tous les algorithmes de machine learning opèrent plutôt sur des flottants. Et donc, il y a toute une compréhension à avoir des algorithmes de machine learning pour pouvoir les traduire justement en nombres entiers, tout en préservant leur performance. Et donc il y a nécessairement un background mathématique à avoir, parce qu'il faut comprendre les algorithmes de machine learning. Et ensuite, il y a tout le côté implémentation qui, lui, est plutôt côté informatique, et qui permet en fait d'itérer assez rapidement. C'est-à-dire que si on a une idée, comment est-ce que le plus rapidement on peut la tester, etc. Et alors finalement, à l'informatique, mais avec quel type d'outils? Alors moi, je fais exclusivement du Python. Donc voilà. Donc vous n'avez pas besoin de faire des langages bas niveau pour faire des maths en entreprise. Après, il y a des gens dans mon entreprise qui font du Rust, des FPGA et vraiment du code à toutes les échelles de l'informatique. Ce qui est assez intéressant dans mon entreprise, en fait, c'est qu'il y a vraiment une diversité de profils. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cryptographes, mais en fait, pour passer de la cryptographie à un vrai produit, il faut qu'il y ait d'autres technologies qui s'ajoutent. Donc on a toute une équipe qui fait de l'optimisation, donc ça va être plutôt de la recherche opérationnelle, par exemple. Il y en a qui font des choses très informatiques, parce qu'il y en a qui font du Web3, par exemple, et nous, du coup, plus côté machine learning. Donc ça va être comprendre les algorithmes de machine learning et comprendre comment est-ce qu'ils s'opèrent justement dans ce cadre de la technologie qu'on opère. Et donc l'entreprise, elle a quelle taille? L'entreprise, elle a, il me semble, 4 ans, et on est 70 personnes, donc on est moins de 50 en France, et il y a un peu plus d'une vingtaine qui sont à l'étranger. Donc on a des gens un peu partout, on a des gens en Angleterre, on a des gens dans les pays de l'Est, etc. Donc en fait, vous travaillez en anglais? Vous parlez en anglais entre vous ou vous parlez en français? Tout est en anglais, donc toute la communication doit être en anglais. C'est important parce qu'en fait, on n'a pas envie que quelqu'un soit en dehors de la boucle. C'est-à-dire que même si dans notre équipe, par exemple, dans mon équipe personnellement, on n'est que des francophones, on s'oblige à écrire en anglais parce que n'importe qui de la boîte qui regarde les messages doit pouvoir comprendre ce qui a été dit et pouvoir du coup être capable de discuter en fait justement avec nous. Et ça c'est quelque chose qui est assez beau à la fois avec l'anglais mais aussi à la fois avec les maths, c'est que c'est vraiment un langage commun en fait pour interagir. Et donc je pense une des forces des maths justement autre que l'application, etc., c'est vraiment fournir un langage commun pour interagir en fait avec des gens qui ne parlent pas nécessairement la même langue ou qui parlent difficilement par exemple l'anglais, etc. Ça permet de donner un cadre. Très bien, merci beaucoup Louis. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Louis? Tout était clair alors. Tout était clair. Moi j'en ai une quand même. J'en ai posé, mais j'en ai une. Finalement, tu faisais du machine learning et puis c'est quand même ta formation. Et puis tu te retrouves à faire de la cryptographie. Comment ça s'est passé, cette bascule? Oui, bien sûr. Alors, je dirais pas que je fais de la cryptographie. Je fais toujours du machine learning, mais plutôt au niveau de l'outillage qu'au niveau des modèles. C'est-à-dire que dans mon entreprise précédente, c'était vraiment prendre des papiers de la littérature, essayer de les implémenter sur nos données, évaluer leur performance. Il y avait aussi essayer d'avoir des nouvelles idées. Par exemple, j'ai fait pas mal de l'optimisation de multi-objectifs et ce genre de choses. Et ensuite, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment aussi, c'était vraiment la partie outillage et donc comprendre comment est-ce que les choses fonctionnaient un niveau en dessous, en fait. Et donc, comment est-ce qu'on rendait ça plus simple, etc. Très bien. Pas d'ultime question. Non, on remercie chaleureusement Louis. Et maintenant, j'accueille Maxence Guillemin-Deschamps,
qui est responsable du laboratoire de cryptographie d'Opida. Donc il y a un cheminement qui se fait. Alors finalement, Maxence, toi, ça fait un petit peu plus longtemps, je pense, que tu as été diplômé, donc tu as eu un parcours un petit peu plus long, donc peut-être que ça vaut la peine de l'expliquer. Oui, alors en fait j'ai fait un master de mathématiques appliquées à la cryptographie et en fait avant ça je savais que j'aimais les maths mais je ne savais pas tellement ce que je voulais faire avec les maths et surtout je savais que j'aimais l'algèbre mais j'aurais bien aimé faire un truc un peu plus concret que de la recherche en maths et donc j'avais un ami qui était on va dire passionné de hacking qui m'a parlé de cryptographie et dès que j'ai découvert la crypto j'ai trouvé ça super marrant d'essayer de chercher des vulnérabilités sur des systèmes et de les exploiter. Et du coup, je me suis dit, je vais faire des maths appliquées à la crypto. Et donc, j'ai eu mon master en 2016, et donc ça fait maintenant 6 ans que je bosse dans la crypto. D'accord. Donc, tu as tout le temps fait dans la crypto, mais peut-être avec différentes expériences ? Ouais. Alors, ma première expérience, c'était au ministère de la Défense, où j'ai fait mon alternance. Donc là, je faisais déjà de la cryptographie offensive, on va dire, donc côté attaquant. Donc il y a des gens qui font de la cryptographie pour essayer de défendre, et puis il y a des gens qui sont plutôt côté offensif et qui cherchent des vulnérabilités. Donc au ministère de la Défense, c'est ça que je faisais. Ensuite, je suis parti dans un premier laboratoire d'évaluation à Bordeaux, où j'ai travaillé pendant 6 ans. Et en fait, pour remettre un peu de contexte, un laboratoire d'évaluation, c'est un labo qui va être agréé par l'État, donc par une agence qui s'appelle l'ANSSI, que vous connaissez peut-être. Et en fait, il y a un client qui vient chez nous, il nous dit, voilà, moi j'ai développé telle ou telle solution, je prétends que cette solution elle a tel niveau de sécurité, par exemple si c'est une messagerie chiffrée ou un truc comme ça. Et nous, on va évaluer la sécurité, on va chercher les vulnérabilités, on va faire un rapport, on va l'envoyer à l'ANSSI, et après, on dit oui ou non, est-ce qu'on lui donne le tampon pour certifier le niveau de sécurité du produit. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans dans un CESTI matériel, où là on faisait plutôt des attaques sur le hardware. Et maintenant je suis dans un CESTI logiciel où on cherche plutôt des vulnérabilités sur des chiffreurs, des VPN, ce genre de produits. Et il y a des outils, je dirais, aussi informatiques spécifiques à acquérir quand on veut faire ce type de métier ? Ouais, en fait, grosso modo, moi j'ai pas vraiment besoin de beaucoup de savoir développer, même si je code quand même en Sage et en Python, majoritairement. Mais par contre, il faut savoir quand même comprendre les langages les plus courants, qui vont même de l'assembler jusqu'au JavaScript, Java, C, assembler. Mais pas forcément savoir coder, mais au moins comprendre les implémentations pour pouvoir ensuite chercher les vulnérabilités qu'il y a derrière. Ok. Alors là, tu travailles chez Opida, donc Ouais. tu as peut-être expliqué un petit peu ce que c'est que cet organisme. Hein. Ouais. Alors Opida, donc c'est une boîte qui a plus de 25 ans, qui est dans la cybersécurité, qui fait du pen test pour ceux qui connaissent. Grosso modo, la majeure partie des consultants là-bas sont envoyés en mission pour chercher des vulnérabilités, mais sans que ça implique l'ANSSI en fait. C'est simplement une relation avec le client où on va chercher des vulnérabilités chez le client. Mais Opida dispose aussi d'un CESTI, donc un laboratoire agréé par l'ANSSI, et donc c'est là moi où je travaille. Et ça fait combien de personnes ? 47 personnes en croissance. D'accord, donc ça embauche. Ouais, ça embauche beaucoup là. Ok. Dans tes expériences, finalement, qu'est-ce qui te semble important ? Enfin, quelles sont les qualités qui te semblent importantes pour réussir dans ce genre de métier ? Pour trouver des vulnérabilités de manière générale, il faut savoir remettre en question tout ce qui va être dit. Parce qu'en fait, même si on a un client qui va nous dire oui, t'inquiète pas, c'est sécurisé, on a fait comme ci, on a fait comme ça, il faut être capable de remettre tout en question, de faire confiance à peu près personne et à la fois de savoir puiser des ressources là où elles sont pour pas avoir à tout refaire à soi-même. Donc il y a vraiment une balance à trouver entre ça. Il faut un bon esprit critique et à la fois il faut être capable d'aller comprendre ce que disent un peu tout le monde, parce que c'est pas moi qui vais réinventer toutes les attaques qui existent. Donc il faut à la fois savoir lire les articles de recherche, comprendre ce qu'ils disent, et à la fois être capable de remettre en question tout ce qu'on lit, quoi. Donc au niveau de ta responsabilité de laboratoire, ça fait combien de personnes finalement que tu gères ? Pour l'instant, on n'est encore que 3, mais on est en recherche de croissance active. D'accord, on entend le message. C'est pas facile de recruter dans le milieu de la cryptographie, donc c'est vrai que
c'est intéressant d'avoir un diplôme en cryptographie parce que pour trouver du boulot, c'est pas difficile. Ok. Donc en fait, tu nous as expliqué qu'au fur et à mesure, tu voulais faire des maths. Tu te voyais sur ce type de poste quand tu as commencé tes études, ou ça s'est construit au fur et à mesure? Donc, quand j'ai commencé mes études, pas du tout. Mais oui, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était atteignable. Après, ça dépend de l'évolution qu'on veut avoir chacun. Moi, je voulais quand même rester dans la technique. Mais je voulais aussi avoir la possibilité de faire des projets un peu plus grands que simplement être assigné sur des missions. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions à poser à Maxence? Oui. Du coup, je voulais savoir, vous aviez évoqué tout à l'heure le côté hardware. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le hardware, c'est le matériel sur lequel tournent les logiciels. Dans un CESTI matériel, donc hardware, on va essayer d'exploiter des vulnérabilités au niveau du hardware. Un exemple concret, vous allez avoir par exemple un passeport. Il y a un secret sur la puce du passeport qui permet de garantir que c'est bien un passeport qui a été émis par l'autorité, machin, et qui empêche le clonage du passeport, le fait de forger un faux passeport. Nous, concrètement, ce qu'on peut faire, c'est que ce secret, c'est un secret cryptographique. On va ouvrir la puce à l'acide, on va mettre une sonde électromagnétique dessus, on va dire à la puce, fais des calculs, on va prendre des mesures avec la sonde, et après on va faire une étude mathématique des signaux obtenus pour essayer de retrouver la clé, donc le secret, et ensuite pouvoir créer une fausse puce de passeport. Ça, c'est le genre d'attaque qu'on peut faire dans un CESTI matériel. Alors ouais, c'est vrai que ça demande beaucoup de compétences différentes. Moi, honnêtement, quand je suis arrivé là-bas, j'avais pas du tout les compétences hardware. Et c'est un travail qui se fait en équipe. Et petit à petit, on apprend. Moi, je savais pas manipuler un oscilloscope à l'époque. Voilà, maintenant, il faut faire confiance à l'expérience, quoi. Au bout d'un moment, à force de travailler avec des gens qui sont qualifiés, on apprend. Et puis, si on est curieux, on évolue. Et puis, ouais, ça marche bien. Merci. Une autre question, peut-être? Non? Oui. Non, je ne lance pas d'amis. Bonjour. En comparaison avec ce que vous avez aimé dans vos études de master, est-ce que le contenu mathématique de ce que vous faites dans votre entreprise est satisfaisant? Alors, pendant 4 ans sur les 6 ans où j'étais dans le premier CESTI, oui. Les 2 ans après, non. Au bout d'un moment, je connaissais un peu et donc j'avais envie de changer. Du coup, c'est pour ça que je suis passé dans un autre CESTI. Et au début, pareil, quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore assez de maths à mon goût. Et du coup, étant donné que maintenant j'ai un peu plus de liberté, j'essaye d'orienter le choix des missions vers des missions où il y a plus de choses qui m'intéressent au niveau mathématique. Donc, mitigé, mais on peut faire en sorte que ça aille vers plus le oui, quoi. Une ultime question pour Maxence? Non, on remercie Maxence pour son témoignage. Alors, il nous reste quelques minutes. Peut-être que je vais poser une question générale et puis l'un ou l'autre d'entre vous a envie de répondre, pourra y répondre. Moi, je me pose la question sur la charge de travail. On parle beaucoup de la charge de travail en entreprise. Est-ce que, c'est quoi, vous travaillez beaucoup, pas beaucoup? Il y a des RTT, ça se passe comment? Enfin, j'aimerais savoir. Ça fait partie du métier. Oui, alors je vais peut-être parler contrat, du coup. Donc actuellement, je suis en CDI et c'est au forfait jour.
Donc c'est 218 jours par an qu'il faut travailler. Et pour ce qui est de la charge de travail, ça dépend. Donc pour ce qui est de Coris, en fait, ça dépend un peu du client, s'il donne suffisamment de travail ou non. Mais du coup, comme on est au forfait jour, c'est libre à vous de gérer votre temps. Et si jamais vous avez une charge de travail trop importante, vous êtes censé le dire à votre chef de projet, etc., pour allouer une ressource supplémentaire. Parce que l'objectif de l'entreprise, c'est pas non plus que vous tombez en burn-out. Parce que du coup, payer quelqu'un parce qu'il est en congé, en arrêt maladie, c'est pas très rentable. Merci. Juste pour rebondir, effectivement, la majorité des emplois, je pense, en maths, ce sera souvent du forfait jour. C'est-à-dire que c'est souvent un statut de cadre. Donc c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que si le travail à la fin de la journée il n'est pas fait, ça veut dire qu'on va terminer un peu plus tard. Si le travail il est fini à 13h, on trouve toujours quelque chose à faire, mais ça permet aussi d'avoir des emplois de temps assez aménageables. Et donc c'est souvent des marchés qui sont assez tendus, en tout cas en machine learning et je pense en crypto aussi. Donc ça permet aussi de négocier les conditions de travail. Et donc ça permet d'avoir des conditions de travail qui sont souvent assez avantageuses, on va dire. À la fois au niveau du salaire et à la fois en termes d'équilibre temps perso, temps de travail. Quelque chose qu'on remarque quand même aussi, c'est que en fait, c'est le travail intellectuel, donc en fait on est toujours un peu en train de réfléchir au boulot. Enfin, je sais pas pour vous, mais ça cogite toujours un peu. Donc en fait, même si on travaille pas, il faut pas. Même le week-end, en fait, juste en réfléchissant, on continue un peu de travailler. Donc voilà, c'est un peu aussi. Alors moi, du coup, j'ai connu deux contextes totalement différents. Le bureau d'études, j'étais aussi au forfait jour, mais c'était plutôt plutôt le côté pénible parce que en fait les charges de travail n'étaient pas du tout adaptées. En tout cas sur mon domaine d'activité particulier, en fait les études sur lesquelles j'intervenais étaient des études qui en fait interviennent dans un marché très concurrentiel, donc elles étaient sous-vendues. Donc en fait j'avais très peu de temps pour faire ce que je devais faire, d'où l'injonction de faire rapidement et mal. Donc moi ça me plaisait pas de faire mal les choses, donc je prenais sur mon temps pour aller plus loin. Et donc c'est ça qui m'a un peu fait bifurquer parce que ça me plaisait pas du tout. Et donc au CEA, c'est quand même rien à voir. C'est quand même beaucoup plus raisonnable. Même si du coup, du fait que je travaille avec ce client très exigeant, il y a quand même des périodes, notamment là cet été, où j'avais des objectifs à atteindre assez ambitieux, on va dire. Donc l'été a été quand même assez dense. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est propre à ce projet-là. Mes collègues de labo qui sont pas sur ce projet-là, ils ont pas cette pression-là. Donc, c'est quand même si c'est quand même tendu pour moi, ça a quand même rien à voir avec le bureau d'études. Moi, personnellement, je ressens pas du tout de pression à travailler beaucoup, quoi que ce soit. Mais en pratique, je fais quand même des heures, ça dépend des fois, mais on va dire, je fais peut-être un peu plus que... Donc en fait, je sais pas trop comment répondre autrement qu'en disant ça, c'est-à-dire qu'il y a personne qui va me forcer à arriver avant 10h ou à partir avant 16h, après 16h plutôt, mais concrètement, c'est plus chacun avec sa conscience professionnelle ou son niveau de passion qui va s'impliquer plus ou moins, et puis après aussi suivant l'énergie qu'on a par période. Il y a des moments où on est hyper passionné, on est sur un truc qu'on adore et donc on va travailler jusqu'à 20h, et puis il y a des moments où on n'est pas bien, on a des trucs à faire, on va partir et puis voilà. Donc voilà. Ouais, grande flexibilité. Très bien, merci. Alors peut-être pour conclure, est-ce que chacun d'entre vous, vous pourriez donner un conseil ? La question est difficile. Oui, sur les maths et faire des maths dans son métier. Moi, je pense que mon parcours parle de lui-même. Je pense qu'il faut pas se mettre de limites parce que, en fait, comme je
Dès du moment qu'on a la curiosité et l'envie de bien faire, je pense qu'on peut aller loin dans n'importe quel domaine. Et les gens nous font confiance, donc voilà. Je sais pas, j'ai cru qu'il voulait. Moi, je pense que le meilleur moyen d'être bon à ce qu'on fait, c'est d'aimer ce qu'on fait. Donc en fait, si vous commencez à plus aimer votre boulot, bah, changez de boîte, quoi. Et si vous commencez à vous rendre compte que le master dans lequel vous êtes engagé, c'est pas celui que vous cherchiez, bah en fait, changez de master, enfin changez. C'est bête à dire, mais en fait, 1 an, c'est pas grand-chose sur une vie. Donc il vaut mieux changer maintenant plutôt que de faire durant 30 ans un job qu'on n'aime pas. Voilà. Alors, je vais un peu nuancer. C'est-à-dire que je connais des personnes qui ont fait des reconversions plus tard, et ça se passe très bien. Donc, en fait, rien n'est perdu. Et en fait, globalement, ce que je peux vous dire, c'est que même après les études, on continue d'apprendre. Donc voilà, c'est aimer, voilà, curiosité et continuer à essayer d'apprendre des choses, de vous ouvrir au monde, et normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Un conseil qui marche avec moi en tout cas, quand j'aborde un problème de maths, je commence par essayer de m'en forger une représentation intuitive et ensuite j'essaye de rendre ça rigoureux. C'est vraiment dans cet ordre-là que je procède. Après, un conseil pour la vie en entreprise, vous mettez pas trop la pression. Très bien. Bah, écoutez, je remercie chaleureusement Émilie, Mathilde, Louis et Maxence. Voilà, de nous avoir fait participer et comprendre ce qu'ils faisaient dans leurs entreprises et dans leur métier. Et puis je vous souhaite à vous de trouver le métier qui vous conviendra. Voilà, merci.